Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette soirée très, très spéciale. C'est, semble-t-il, le tout premier direct du Front commun. C'est donc un moment, d'une certaine façon, historique. Évidemment, quand on pense à Front commun syndical, on revient quelques années en arrière, 50 ans en arrière. On va en reparler dans un instant. Soirée d'information, soirée d'échange, soirée divertissante, je l'espère. On verra avec nos invités ce soir. Vous les connaissez. Je me présente brièvement, Isabelle Craig. Je suis journaliste, animatrice à la radio de Radio-Canada. Et je pense avoir couvert pas mal la pandémie pendant 2 années plutôt intenses. Et il y a plusieurs personnes qui nous écoutent ce soir à qui j'ai certainement parlé, passé des coups de fil, que ce soit dans le monde de l'éducation, que ce soit dans le milieu de la santé, entre autres choses. Donc, très, très contente d'être ici ce soir pour entendre ce que sont vos revendications, parce que je pense que ce dont on parle ce soir, on va en parler pour les prochaines semaines et pour les prochains mois. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un prophète pour savoir que ça risque de jaser fort. Alors, je vous présente évidemment nos invités qui vont, bien sûr, vous transmettre, vous expliquer ce que sont les revendications. C'est important d'être au courant, donc, de ce qui est demandé. Et vous l'êtes sûrement, mais c'est toujours bon de se refaire une tête à ce sujet-là. Alors, je vous présente nos invités. D'abord, François Hainaut. Bonjour, François. Bonjour. François, qui est premier vice-président et responsable de la négociation dans le secteur public, donc pour la CSN. Bonsoir, François. Bonsoir. Également avec nous, Daniel Boyer. Bonjour, Daniel. Président du côté de la FTQ, bien sûr. Avec nous aussi, Éric Gingras. Bonjour, Éric, bonjour. Qui est président du côté de la CSQ. Oui. Et Robert Comeau, président, donc, du côté de l'APTS. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Quand je disais tout à l'heure que c'est historique, on va quand même prendre quelques minutes juste pour marquer un peu l'événement. Il y a 50 ans, il y a eu un Front commun, puis je ne sais pas pourquoi je me tourne vers Daniel, peut-être. L'expérience, peut-être. Le plus jeune. Il faut rappeler juste brièvement quand même aux plus jeunes qui nous écoutent, il y avait eu des négociations dans le secteur public, il y avait eu l'imposition d'une loi spéciale, il y avait eu l'arrestation des fameux Pépin et Laberge et Charbonneau. C'était quelque chose, hein? Oui, puis c'est ça, on marque le 50e anniversaire par un nouveau Front commun, qu'on a décidé de se mettre ensemble pour négocier les conditions de travail, mais c'est à la demande de nos membres qu'on le fait. C'est dans le cadre d'une consultation, nos membres nous ont dit, on est mûrs pour un nouveau Front commun cette année pour la négociation. Donc, on est allé de l'avant, puis je sais que tantôt, on va aborder les salaires, mais un petit clin d'œil, oui, effectivement, il y a eu l'appui du privé, du secteur privé aussi en 72. Donc ça, c'était très important. Puis on va faire un petit clin d'œil, mais qu'on parle de salaire tantôt, parce que la revendication en 1972, c'était pour un salaire hebdomadaire de 100 $. Donc, on a fait un petit clin d'œil cette année. C'est pas une blague, c'est une vraie demande qu'on a. Puis même qu'on aborde des salaires tantôt, j'expliquerai. Question, là, aussi pour reprendre le contexte. On disait, c'est une demande de nos membres. Moi, je veux savoir pourquoi. Pourquoi le Front commun? Quelle est l'idée, quelle est l'intention et pourquoi unir les forces? Qui veut se lancer? Bon, je peux peut-être commencer. Là. Oui. On l'a dit, la stratégie, on a regardé ça parce qu'il y a un contexte. Il y a un contexte parce que dernière négociation s'est terminée il n'y a pas si longtemps de ça. Oui. Et un contrat de travail de 3 ans. Donc, il fallait trouver la meilleure stratégie devant un gouvernement qu'on voyait, là, un gouvernement quand même très haut dans les sondages, ça, avec un gouvernement qui propose toutes sortes de choses, de primes, sans consultation, etc., dans le milieu de la santé, notamment un petit peu partout. Et là, c'est de se demander comment trouver la meilleure stratégie. On n'était pas tous ensemble la dernière fois. Je dis pas que ça n'a pas bien été, mais il fallait être en mesure d'avoir une stratégie qui était parlante pour le monde qu'on représente. Puis je pense que c'est ce que les gens nous ont dit. Puis nous, on est le porteur de ce message-là. Robert, quelque chose à ajouter? Oui, puis on vit tous les mêmes problèmes. Hein? Les problèmes se sont accentués durant la pandémie. Pénurie de main-d'œuvre, difficulté d'attraction dans nos réseaux. Alors, je pense que c'est tout naturel qu'on s'allie ensemble pour justement combattre, amener sur la place publique tous les problèmes qu'on vit ensemble. Oui. Mais
peut-être aussi, il ne faut pas oublier, on n'était pas en front commun lors de la dernière négociation, mais on discutait ensemble, puis il y avait une collaboration quand même, même si on n'était pas aux mêmes tables. Puis, donc, il y avait quand même, on n'était pas en chicane. Là. Oui. Donc, je pense qu'il faut quand même le placer. Puis présentement, je pense qu'on a vu aller le gouvernement lors de la dernière négociation, on l'a vu aller durant la pandémie, d'essayer de diviser pour mieux régner, négocier sur la place publique. Je pense que la meilleure façon de contrer ça, c'est vraiment d'avoir un front commun. Puis juste, on représente là, près de 75 de la fonction. Ici, aujourd'hui, on représente 75 du secteur public. Et là, c'est à peu près, c'est plus de 400 000 personnes, hein, corrigez-moi. 430 000. Alors que le premier Front commun, c'était à peu près 200 000 personnes. Ça fait qu'imaginons la force de frappe que vous avez. Vous dites, Puis François et Éric l'ont mentionné, là. Éric mentionnait sans consultation, les conditions de travail ont été modifiées pendant la pandémie, sans discussion avec les organisations syndicales, sans négociation. Donc ça a mis un peu... en tout cas, nos membres ont été échaudés. Puis c'est un peu pour ça aussi qu'ils ont dit qu'il fallait faire les choses ensemble. Là. Mais vous dites, vous avez consulté, d'ailleurs, il y a le Front commun, vous avez déposé donc vos demandes syndicales au Conseil du Trésor le 28 octobre dernier. C'est important d'en parler parce qu'il y aura un dépôt patronal. On va y revenir dans un instant. Mais brièvement, puis avant de se lancer là, dans le détail des revendications puis de bien les expliquer à vos membres, quel est, rapidement, je fais un tour de table, l'état des troupes? Parce que vous êtes allé sonder. On sort de quelque chose de gros, d'historique. Quel est le moral des troupes? On va commencer avec Robert. On va y aller de ce côté. Bien, les gens sont, je vous dirais, désabusés. Manque de confiance, je vous dirais, envers les dirigeants. Un petit peu submergé de travail. Le moral des troupes est quand même très, très bas. On le sent. Là, nous quatre, on va sur le terrain, on parle à notre monde, puis vraiment, là, il y a un coup de barre à donner là, pour redonner confiance à nos membres, pour qu'ils puissent bien œuvrer là, dans les systèmes. Et c'est peut-être un peu ça aussi l'objectif du Front commun, de sortir de ça. Qu'est-ce que vous diriez, Éric? Bien, effectivement, hein, les gens, ce qu'ils veulent, c'est une lueur d'espoir à venir là, de la part de leur employeur, qui est le gouvernement, parce qu'on l'a vu au cours des dernières années, la pandémie est venue simplement confirmer ce qu'on savait avant et venir ajouter à cette pénurie, à ce problème d'attraction de rétention. Puis le personnel a besoin d'aide, a besoin d'air aussi. Et c'est un petit peu ça une négociation de convention collective. C'est le moment d'avoir des balises d'un contrat de travail qui va permettre au personnel d'être bien au travail, de les garder puis de les attirer. Et ça, peut-être que le gouvernement doit, je dis pas peut-être, doit tenir compte de ça. Parce qu'on veut garder notre monde. Puis on a vu comment c'est important. Nos réseaux, pendant la pandémie, tout le monde était en première ligne. Puis là, maintenant, il va falloir que ça se traduise par de meilleures conditions, des gestes concrets, effectivement. Qu'est-ce que vous en diriez, François, son de cloche? Mais même chose, c'est clair que les gens ont tenu le service public à bout de bras pendant 2 ans durant la pandémie. On s'est fait dire des merci, des anges gardiens et tout. Nos gens sont fatigués, mais par contre, nos gens sont prêts. Les gens, on est allés voir, on les a écoutés, et les gens sont prêts je pense, à se relever les manches, puis travailler fort et se mobiliser pour avoir des conditions de travail pour rester dans le réseau. Parce qu'il y a un problème de rétention et d'attraction. Les deux sont là présentement. Et des bonifications, vous le disiez, il y en a eu quand même. Il y en a eu à la pièce, il y en a eu par moment. Mais là, vous cherchez quoi? Quelque chose d'un peu plus cohérent, Daniel? Ben oui. Je pense qu'il y a un grave problème de valorisation puis de reconnaissance de ce que ces gens-là font. François l'a mentionné, oui, il y a des merci, là, mais ça doit se traduire au jour le jour dans les conditions d'exercice d'emploi de ce monde-là. Là. Puis c'est ça qui nous manque. Là. Oui, il faut ajuster le salaire, mais il faut aussi ajuster les conditions d'exercice d'emploi de ce monde-là, qui est une véritable valorisation puis de reconnaissance de ces emplois-là. Et est-ce que vous avez envie, peut-être, et les gens qui nous écoutent, d'avoir peut-être un cri du cœur ou un appel du cœur que la fonction publique et que le service public est important et crucial? Est-ce que c'est pas ça aussi, le nerf de la guerre? Bien, c'est sûr qu'on veut sortir de ce discours-là. Vous savez, on dépose, le gouvernement dépose ses offres en disant « Ah, les payeurs de taxes, c'est le maximum qu'ils peuvent faire. » Ça, on a trop entendu ça. Là, on veut un gouvernement qui s'occupe de son monde, puis on espère voir ça. Il y aura, puis on se lance dès après là, dans l'explication des revendications, mais juste pour qu'on comprenne bien, on disait il y a eu un dépôt de vos demandes syndicales, donc vous avez un peu justement mis la table. Le gouvernement va faire un dépôt patronal, mais vraiment sous peu, là. C'est quoi? C'est le 15 décembre. Juste brièvement nous dire
qu'est-ce que le dépôt patronal? Est-ce que c'est leur terrain de jeu à eux, cette fois-là? Bien, oui, c'est un peu ça, mais historiquement, le dépôt patronal, c'est une réponse à nos demandes. Ouais. Ça va aussi être une réponse à nos demandes, mais ça va aussi être des demandes patronales. Ça, on voit ça de plus en plus au fil des négociations. Le gouvernement est en demande. Moi, ce que je souhaite, puis Éric est allé un peu dans ce sens-là, moi, ce que je souhaite, c'est que nous, je souhaite qu'on sorte d'un cadre traditionnel. On demande X, le gouvernement offre Z, puis on va s'entendre sur Y. Il me semble qu'on devrait aller plus loin que ça dans notre discussion, dans notre négociation, justement dans le but que c'est pas juste une question de salaire, c'est une question aussi de reconnaissance et de valorisation. Et ça, c'est éminemment important. Parfait. Donc, on va simplement, pour vous expliquer le déroulement de la soirée, on a divisé la soirée en 2 blocs. Et chacun des blocs est suivi d'une période de questions. Donc, le premier bloc, qui va parler davantage des conditions salariales et entre autres choses. Et puis, ensuite, dans le bloc 2, il sera question des droits parentaux, de disparités régionales, de la protection, entre autres, des lanceurs d'alerte. Alors, on va y aller d'abord avec les aspects monétaires des revendications, parce qu'on le disait, il y a quand même là quelque chose qui frappe. D'ailleurs, Daniel Boyer, vous faisiez un lien avec il y a 50 ans. Votre demande, elle est assez punchée et je pense que les médias risquent de la retenir à tout le moins. Oui, ben écoutez, je vais d'abord aborder la protection du pouvoir d'achat face à l'inflation qu'on voit grandissante, puis je vais laisser à François là, l'enrichissement. Oui. La première demande, la première année, on a une demande. Bon, c'est sûr qu'il y a une demande à chacune des années d'un mécanisme là, qui permet une indexation annuelle des salaires en fonction de l'augmentation du coût de la vie, de l'IPC. Mais la première année, je disais tantôt, au Front commun 72, il y avait une revendication, un salaire hebdomadaire à 100 $. Donc, cette année, on revendique pour la première année une augmentation de salaire de 100 $ pour tout le monde. Pour tout le monde. Ou la meilleure formule des deux, ou une indexation des salaires avec un plus 2 % la première année. Donc, à chacune des années, on va arriver avec une formule d'indexation parce qu'on veut maintenir le pouvoir d'achat de nos gens, nos membres. On le sait, l'inflation, on l'a vu depuis le mois de mars cette année, c'est dans le plafond. Encore, je regardais, là, celle du mois d'octobre, c'est au-delà de 6 % encore. On voit que Puis on avait abandonné cette espèce de négociation en fonction de l'indexation, en fonction de l'IPC, parce que on était à 1 %, c'était négligeable. Là, on voit que c'est plus négligeable, donc on revient à la charge avec des augmentations dans le but de préserver le pouvoir d'achat de nos membres. Mais ça, c'est éminemment important. Puis on le voit aussi, là, on se parle du secteur public, mais on le voit aussi dans le secteur privé, c'est la même chose, là. Et on voit des augmentations depuis les 2 premiers trimestres dans le secteur privé, des augmentations importantes des salaires. Donc, on va s'attendre à protéger le pouvoir d'achat de nos membres par une clause d'indexation à chacune des années de la convention collective. Oui, parce que tout ça est dans un contexte où il y a pénurie de main-d'œuvre et puis là, tout est relié parce que moins vous avez de gens et moins on a de gens dans le secteur public, plus il y a des gens fatigués. Et là, c'est une série de cause à effet. Hein? C'est sûr que c'est ça l'enjeu. Puis les membres ont été très clairs là-dessus qu'il fallait, dans un premier temps, être en mesure de protéger ça. Je pense que Daniel l'a très bien mentionné. Oui. François, il y a d'autres choses à ajouter à ce chapitre-là dans les revendications quand on parle de salaire. Mais c'est clair. Comme Daniel l'expliquait, on demande une clause d'indexation pour préserver notre pouvoir d'achat. Et bon, ça, c'est le 100 $ qu'on plaçait avec le clin d'œil historique là, de 72, qui équivaut environ à 5 200 $ sur l'échelle salariale pour l'ensemble de nos membres qu'on représente, donc par année. Et pourquoi la première année, on a visé ça? C'est justement compte tenu de l'inflation. Parce qu'avec l'inflation, on voulait s'assurer minimalement que tout le monde puisse garder un pouvoir d'achat. Et présentement, mais la livre de beurre nous coûte tout le monde le même prix. Là. Donc, ça, c'était la raison du 100 $. Pour la deuxième et la troisième année, donc en 2024-2025, en plus du maintien de la clause d'indexation, ce qu'on réclame, c'est 3 % pour 2024-2025. Et pour 2025-2026, on demande 4 % d'augmentation, donc de l'enrichissement. Donc, c'est bien de tenir notre pouvoir d'achat, mais il faut aussi avoir de l'enrichissement. Tu sais, quand on regarde, puis Daniel a parlé, quand on regarde présentement notre panier d'épicerie,
je pense que ça nous a fessé présentement. On parle du beurre, une augmentation de 43 % les pâtes alimentaires, 27 les pommes, 28 à un moment donné, ça se reflète. Puis nos gens, à un moment donné, ont besoin d'argent pour maintenir le coût de la vie. Puis on reviendra tantôt là, sur les salaires, là, mais c'est pas vrai que les salaires de nos gens dans le secteur public, on est sont si élevés que ça. Là. Donc, c'est ces éléments-là qu'on veut. Puis, il est clair que le gouvernement, lui, pour rester encore dans les paniers d'épicerie, mais ils vont nous mettre la même salade en disant, écoutez, on n'a pas d'argent, les contribuables ne sont pas capables de payer ça, la spirale inflationniste, la récession s'en vient. Mais ça, c'est toutes des affaires qu'on a tout entendu depuis des années, puis qu'il va falloir arrêter de le placer. Moi, je pense que nos gens, je l'ai dit tantôt, nos gens ont tenu les services publics à bout de bras depuis des années. Puis présentement, mais il faut qu'on ait une reconnaissance. Puis une des reconnaissances passe par l'augmentation salariale. Ouais, puis l'enrichissement dont François parle, là, il ne s'agit pas de dire que les employés du secteur public vont devenir riches. C'est pas ça du tout, hein? C'est qu'il y a un rattrapage à faire avec tous les autres secteurs. Donc, quand on parle d'enrichissement, c'est ce rattrapage-là qui sépare les employés de tous nos secteurs, le personnel dans tous nos secteurs. Quand on les compare avec les employés municipaux, avec les employés fédéraux, etc., bien, on voit qu'il y a un écart. Puis c'est ça qu'on veut quand même être en mesure de rattraper. Donc, s'enrichir. Puis je pense que François l'a très bien nommé. Et Robert, c'est un peu ça aussi de votre côté également? On peut dire aussi que, oui, les augmentations de salaire qu'on obtient reviennent beaucoup dans la collectivité. Les gens dépensent dans leur milieu, font vivre des commerces, tout comme les citoyens. Donc, il y a une grande part de ça qui revient dans les poches du gouvernement, premièrement, et aussi dans la communauté. Oui. Puis éventuellement, ça sera intéressant de voir parce qu'il y a eu de consultations, il y a eu les demandes de vos membres, puis ça sera intéressant de voir aussi le défi, ça va être aussi la communication dans la population. Ça aussi, ça va être un autre volet à suivre. Mais parlez-moi notamment du volet retraite. Daniel, il y a des revendications assez précises à ce sujet-là. Qui veut se lancer? Je peux me lancer? Oui, absolument. Bien, il y a quand même des bonnes nouvelles pour vous dire quand même que notre régime de retraite est en très bonne santé. Actuellement, il y a un surplus de 10,6 milliards actuellement dans le revenu en 2020, comparativement, je vous dirais, à 6,14 milliards en 2017. Donc, vous voyez qu'il est en santé, il n'y a pas péril en la demeure dans notre régime de retraite. Ce qui fait que celui-ci, le régime est capitalisé à 115 % actuellement. Ça veut dire quoi? À 100 %, un régime capitalisé à 100 %, c'est-à-dire que tous les gens qui sont actuellement en l'emploi du réseau de santé et services sociaux, éducation supérieure, s'ils prennent leur retraite maintenant, le régime est capable de répondre à tous les besoins jusqu'à leur prise de retraite. Alors, c'est une excellente nouvelle. Et il y a un surplus. On est à 115 %. Donc, ça nous laisse quand même de la place, une marge de manœuvre là, pour demander quelques assouplissements, je vous dirais, au régime, qui n'ont pas d'impact sur le taux de cotisation. On va avoir d'ailleurs une baisse de taux de cotisation dans les prochaines années jusqu'en 2025. Actuellement, on est à 10,04 % de notre salaire et ça va diminuer jusqu'à 9,09 % en 2025. Bien, ça nous positionne bien, je le disais tantôt, puis les mesures qu'on propose justement pour avoir un peu plus de flexibilité dans ce régime-là, c'est améliorer la retraite progressive, notamment en allongeant la période de 5 à 7 ans. Alors, il faut savoir que maintenant, si on va avoir bénéficié d'une retraite progressive, on signe un contrat de 5 ans et on doit prendre notre retraite à la fin. Ce qu'on demande, c'est d'avoir un assouplissement. On peut aller jusqu'à 7 ans pour que les gens, dans le cours de leur traitement de leur régime, pourraient le modifier en cours de route. Ça va permettre à des gens de rester un petit peu plus longtemps s'ils le désirent. Alors, on parle de rétention volontaire. De la main-d'œuvre. Exactement. Je pense que le contexte s'y prête bien. Et on veut revaloriser la rente après 65 ans. C'est-à-dire, après 65 ans, on continue à cotiser, mais le bénéfice qu'on a, on n'a pas de rente supplémentaire. Donc, on voit une petite injustice là-dessus. Et on veut augmenter l'âge maximal aussi pour cotiser jusqu'à 71 ans. Et quand on parle de cotisation, il y a la cotisation des employés, évidemment, mais il y a la cotisation patronale aussi. Elle est égale. Elle est égale? Oui. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter de ce côté-là, du côté, de la retraite? Bien, moi, je vous dirais qu'il y a 2-3 autres affaires. Il y a un comité actuellement qui a étudié là, pour stabiliser les cotisations au régime de retraite. Robert l'a mentionné, là, il y aura une diminution là, des cotisations jusqu'à 2025, mais le régime est mature. Il y a de plus en plus de personnes qui vont être éligibles à la retraite dans le futur, donc de plus en plus de retraités. Donc, c'est un régime à prestations déterminées. Donc, la cotisation est fixée en fonction des bénéfices et ça
risque d'augmenter. Donc, une fluctuation. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est on veut que le comité continue ses travaux dans le but de stabiliser ces cotisations-là. On veut aussi que, vous savez que c'est la Caisse de dépôt qui gère les sous du REGOP, du régime de retraite. On veut que la Caisse investissent davantage dans les énergies renouvelables, dans les énergies vertes, puis soient plus environnementales et plus sociales. Okay. Ça, c'est ce qu'on veut. Donc, c'est un appel qu'on lance au gouvernement qui passe les messages à la Caisse de dépôt pour que ce soit plus vert. Et aussi, moins de paradis fiscaux, pas de paradis fiscaux, bien évidemment. Puis, on est en attente des offres du gouvernement, des propositions du gouvernement, parce qu'on sait qu'à toutes les négociations, le gouvernement revient à la charge dans le but de tenter de retarder l'âge de la retraite. Et à notre avis, c'est complètement contre-productif. De toute façon, il y a des gens qui quittent nos réseaux au moment où on se parle, alors qu'ils ne sont même pas admissibles à la retraite. Donc, si en plus de ça, vous les obligez à rester 1-2 années supplémentaires, ça va être contre-productif. Il faut aller beaucoup plus dans le sens de ce que Robert avance, c'est-à-dire bonifions les conditions dans le but que les gens restent et non pas avoir des conditions qui vont faire en sorte que je vais t'obliger à rester parce que je vais t'empêcher de prendre ta retraite immédiatement, puis je vais t'obliger à la prendre dans 1 an ou 2. Puis est-ce que vous sentez qu'il y a de l'écoute de ce côté-là? Parce qu'effectivement, je pense que tout le monde a le même objectif, qu'il y a des gens sur le marché du travail et que les gens y restent. D'ailleurs, les gens y reviennent. De toute façon, on va lancer des appels à l'aide les uns après les autres. Est-ce que vous pensez que de ce côté-là, Robert, il y a de l'écoute? Bien, si on fait un petit recul dans les négociations précédentes, le gouvernement était plus en mode récupération, de plus de restreindre le régime que de lui donner une flexibilité. Oui. Alors, on verra cette fois-ci. On est optimiste. Peut-être que les choses ont changé. Je suis très curieuse de voir jusqu'à quel point il y a eu des changements de... Il faudra voir. Non, mais je dis juste qu'il faudra voir. Il faudra voir dans la mesure où il faut offrir des conditions gagnantes pour le personnel. Absolument. Et avant, on faisait juste dire... Ah, ils ont un régime de retraite, les gens du secteur public. Ah, ils sont des gros durs, donc allons-y. Oui. Là, ça attire même plus, ça. Donc, il faut être en mesure de donner le bon cadre. Je pense que c'est ça le message que le gouvernement doit donner. Je suis curieuse de voir. Je pense que la réflexion sur le rapport au travail, sur le rapport même au temps qui passe, à la vie et aux choses qui sont importantes, en fait, et on va voir si les bases ont bougé. On verra. On parle justement de ce qu'on a vécu dans les 2-3 dernières années. Et est-ce que ça change le rapport même à nos assurances collectives? Je veux dire, il y a des gens qui ont été malades, il y a eu des burn-out, il y a des problèmes de santé, et c'est comme si là, il est encore plus important qu'avant d'avoir des régimes d'assurance collective qui correspondent à ce que les gens vivent et aux besoins des gens. Et c'est pour cette raison-là qu'une de nos demandes importantes quand même, c'est que l'employeur, le gouvernement, mette une somme importante dans sa part pour les assurances. Parce que, malgré ce que beaucoup de gens peuvent penser, dans la très grande majorité, voire l'ensemble de nos différents réseaux, oui, à certains endroits, il n'y a pas de partie, il n'y a pas d'argent du patron qui est mis pour les assurances collectives. Il y a certains endroits, un peu, mais vraiment, les mots importants, un peu. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut augmenter cette part-là. Okay. Quand on regarde autour de nous, puis pourquoi les gens ils choisissent un emploi? Nous, le défi qu'on a, c'est que les gens choisissent aujourd'hui le secteur public, l'éducation, la santé, l'enseignement supérieur, le collégial, les services sociaux. C'est ça qu'on veut. Alors ça passe par des salaires. On va voir d'autres revendications, régime de retraite, etc. Mais ça passe aussi par un régime d'assurance où il y a une cotisation de l'employeur qui est importante, une somme importante, parce qu'on ne veut pas, on a encore des employés précaires qui, eux, sont pris avec 15 ou 17 heures. Ils payent la totalité de leur somme d'assurance. Ça enlève beaucoup, ça. Et donc, on veut augmenter la contribution patronale. Et après ça, on décidera si on veut améliorer la couverture ou simplement en avoir plus dans nos poches. C'est pas n'importe quoi, ça. Toute la population pense que les assurances, c'est les plus belles au monde, alors que quand on voit conjoints qui travaillent dans le privé ou dans d'autres secteurs, on voit que c'est pas ça du tout. Alors, c'est une demande importante. C'est une demande importante. Vous diriez, vous êtes tous d'accord là-dessus, Daniel? Bien, c'est une demande importante parce que en plus de ça, les coûts augmentent sans cesse. Donc, les primes d'assurance collective augmentent. À un point tel qu'on est rendu à se poser des questions où on coupe les protections dans le but de diminuer les primes.
Donc, il faut absolument que l'employeur cotise davantage parce que l'augmentation, puis Éric l'a mentionné, l'augmentation qui est subie de ces primes-là, de ces primes d'assurance-là, c'est les salariés, c'est les travailleurs et les travailleuses qui la subissent parce que l'employeur en paye une toute petite partie. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les 2-3 dernières années, de ce point de vue-là, ont été éprouvantes sur la santé de vos membres? Tout à fait. Qu'est-ce que vous en diriez? Bien, définitivement, c'est clair, là, puis... C'est pour ça que les assurances, c'est super important pour notre monde. Là. Je veux dire, je pense que pendant que le monde était malade, c'est nous autres qui étaient en première ligne présentement, à un moment donné, les assurances. Puis, Éric l'a dit, là, le monde pense que c'est tout payé. C'est nous autres, là. C'est nos membres qui payent leurs assurances, là, qui payent une grosse partie de leurs assurances. C'est juste, mais, donc, à un moment donné, dans le privé, présentement, il y a beaucoup d'employeurs qui payent les assurances. Donc, c'est comme ça qu'ils recrutent l'argent. Ouais. C'est par des moyens comme ça que le privé recrute pour aller chercher des gens qui sont dans le privé. Il faut arriver en 2022, il faut être compétitif comme réseau. Exactement, il faut être compétitif. Donc, on était dans le dossier des assurances collectives, dans les revendications des assurances collectives. Les ouvriers spécialisés, parlez-moi des ouvriers spécialisés, François Hénault. Mais il est clair, là, on a une lettre d'entente pour les ouvriers spécialisés, puis notre demande présentement, c'est d'augmenter le nombre de personnes qui vont être assujetties à cette lettre d'entente-là, et on veut aussi bonifier les primes pour les ouvriers spécialisés. Tu sais, présentement, on a un problème de rétention, d'attraction des ouvriers spécialisés. L'employeur embauche à grands frais des sous-traitants qui coûtent beaucoup plus cher que ce que ça coûterait pour payer nos ouvriers. Ces gens-là ont des cartes de qualification qu'ils doivent maintenir et ont été embauchés, je veux dire, ils maintiennent nos bâtiments à bout de bras. Et on embauche parfois, je le répète, des sous-traitants qui ne connaissent pas la bâtisse, qui font un peu, qui vont, va comme je te pousse, puis ça ne fonctionne pas. Je veux dire, ces gens-là sont payés 35 % de moins que la moyenne québécoise pour le même travail à l'extérieur du gouvernement. Ça n'a pas de bon sens. Si on les veut, si on veut les garder, à moins qu'on veuille d'envoyer ça à sous-traitance, mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de Et c'est quoi, par exemple? C'est qui des plombiers, des électriciens, des menuisiers, c'est ces gens-là qui travaillent puis qui font... on entend parler souvent de l'état des bâtiments du gouvernement, mais pour ça, ça prend des bras pour les maintenir en santé, ces bâtiments-là, parce que, je veux dire, on peut pas avoir les meilleures personnes, les enseignants, les infirmières, n'importe qui dans le réseau, mais si on ne va pas rentrer dans le bâtisse, on n'est pas avancé. Le plafond nous tombe sur la tête. C'est ça, c'est pas mieux. Et pourquoi ils choisiraient présentement, avec les conditions qu'on leur donne, pourquoi ils choisiraient nos réseaux? Et ils vont aller ailleurs, ils vont aller dans le municipal, comme je disais tantôt. Alors, il est là l'enjeu, puis on espère... Écoutez, on a passé les dernières rondes de négo à se questionner sur y a-t-il réellement pénurie, rareté, on va faire un rapport, un deuxième rapport. Là, on n'est plus à cette heure-là. On est à l'heure de se dire qu'il faut améliorer, comme François le disait, c'est l'aide d'entente qui existe déjà. Il y a un pas qui a été fait, mais là, il faut continuer, il faut bonifier, il faut améliorer. Il y a une partie qui ne touche pas. Hein, quand même, ça touche un 95 %, il reste un 5 % où c'est pas touché. Donc, il faut continuer à développer ça. Puis, on ne devrait pas avoir une négociation qui perdure. Ça fait 2, 3 négos qu'on en parle. Puis ces ouvriers spécialisés-là, ils sont là depuis longtemps pour la plupart. Hein? Donc, Éric mentionnait attirer des jeunes à moins 35 % là. Oui, ça c'est très difficile. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on va être de plus en plus viré vers la sous-traitance parce qu'on n'attire pas de jeunes. Ouais. Donc, il faut corriger le tir. Cet été, j'ai eu la chance de faire quelques barbecues, d'aller voir les militants sur leur milieu de travail, dans leur milieu de travail. Et ces gens-là sont fiers. Ils sont fiers en fin de compte, là, au lieu de travailler pour un consortium qui vend des condos à grand prix, ces gens-là ont l'impression de faire de quoi pour la société. Puis ils sont fiers de leur travail. Je veux dire, faut être fier là, pour travailler à 35 % de moins. Il faut que tu sois fier en maudit. Donc, un sacré bon plan d'assurance, c'est ce qui est pas puis ce qui n'est pas le cas. C'est ça, exactement. Bon, parlons de majoration des primes. Robert Comeau, qu'est-ce qu'il faut savoir à ce chapitre-là? Juste sur le petit bout des ouvriers spécialisés. Il y a la solidarité entre les titres d'emploi, je vous dirais, dans les réseaux.
on est tous interdépendants, peu importe le travail qu'on fait. Oui. Alors, quand on voit des collègues comme ça qui ont des injustices, c'est là qu'on a le goût de se mettre en front commun puis d'aller chercher de régler ces inéquités-là. Alors, je pense qu'il y a une belle motivation de ce côté-là. Pour les primes, on a quand même des demandes qui sont, je vous dirais, très raisonnables parce que ce qu'on cherche à faire dans tout ça, c'est que les différentes primes qui sont données, souvent en montant fixe. Je vous donne par exemple, vous avez une prime de responsabilité et ça vous donne 12,84 par jour. Bien, le 12,84, on doit le renégocier à chacune des conventions collectives. Il n'est pas attaché à rien, donc c'est une négo en soi, une demande particulière. Ce qu'on vise, nous, c'est d'avoir les mêmes majorations, les mêmes augmentations que le salaire. Si à l'année 2, par exemple, on obtient le 3 plus l'indexation, bien, on va demander à ce que tout l'ensemble des primes et des suppléments soient assujettis à cette clause-là pour que tout soit remonté de 3 plus l'indexation. Donc, c'est ça qu'on vise pour remonter, en fait, l'ensemble de la rémunération. Bien, vos demandes, en tout cas, elles sont claires, elles sont succinctes, elles s'expriment bien. Ça devrait aider probablement à la communication, justement, de ces revendications-là. Ça clôt ce premier chapitre-là, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose directement, mais on va passer à la période de questions et dire aussi aux gens donc qui nous écrivent et qui ont des questions à poser qu'on va parler tout à l'heure de droits parentaux, de disparités régionales, d'autres sujets. Mais par rapport aux aspects dont on a parlé, on va prendre les questions. Et d'ailleurs, j'ai les questions ici. C'est pas que je suis en train de prendre les résultats du hockey, parce qu'il y a une partie de hockey, je pense. OK, je vais pas donner d'idée aux gens. Question sur les salaires. Et là, vous me direz qui veut répondre. Mais est-ce qu'on a vu, puis je me tourne vers Daniel parce que vous avez abordé cette question-là, est-ce qu'on a déjà vu ça, des augmentations en lien avec le coût de la vie, ou si c'est une demande, entre guillemets, nouvelle ou révolutionnaire? Non, c'est pas une demande révolutionnaire. On l'a vu dans des négociations plus... Ça fait quelques années quand même qu'on n'a pas négocié ce genre de clause-là. Mais dans les années où il y a eu une forte augmentation de l'inflation, on négociait des clauses d'IPC, effectivement. Là. Là, une différence, là, c'est qu'on demande d'inclure un mécanisme automatique qui resterait dans la convention collective ultérieurement. Ça, c'est quand même, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Comme syndiqué, de se dire, bien, quand on aura une inflation à 2 bien, ça sera 2 puis on négociera à côté, voir si on a encore besoin d'enrichissement, rattrapage, etc. Question qui pourrait venir d'un journaliste, mais qui vient d'un de vos membres. Est-ce qu'on risque pas de nous accuser d'alimenter la spirale inflationniste? Non, ça, il faut arrêter ça. Là, je l'ai dit tantôt. À un moment donné, il y a des limites. Là, c'est un discours d'employeur, de gouvernement pour ne pas payer le monde adéquatement. Je veux dire, l'inflation, là, on n'avait pas d'augmentation. On était à la maison, puis le prix du beurre a augmenté, tout a augmenté. Les autos ont augmenté, tout a augmenté, puis ce qui a mis l'argent dans leur poche, c'est les patrons. Fait que c'est pas nous autres qui... Ça, à un moment donné, il faut contrer ça. Là, ça n'a pas de bon sens. Sur l'inflation, une des premières clauses qui a été négociée, c'était en 69. Éric n'était pas né, moi j'avais 3 ans, donc ça fait quand même un bout de temps. On n'a rien inventé avec ça. Okay. Mais juste pour revenir sur la spirale inflationniste, là, on questionne souvent le prix, l'augmentation des salaires, le coût des salaires dans l'inflation. Oui. Mais tous les économistes le disent, là, on ne parle jamais du coût des bénéfices. Hein? Les compagnies, présentement, font des bénéfices records. Ça, ça fait augmenter beaucoup plus l'inflation que les salaires. Alors, est-ce que, oui, ça peut avoir un enjeu, mais tellement minime, puis après ça, il faut se questionner. L'autre bout, c'est est-ce que le personnel qui œuvre au quotidien mérite de telles augmentations? Quand on regarde des 0 qu'on a eu dans le passé, alors qu'il y avait une inflation de 2 l'inflation était moins grande, mais il y avait quand même des augmentations qui ne suivaient pas. Oui. Autre question, d'ailleurs, sur les salaires. Que je retrouve ici. Pourquoi ne pas y aller en pourcentage pour la première année au lieu de 100 $? Ce n'est pas vraiment le même pourcentage selon le salaire de chacun. Bien, je l'ai expliqué tantôt. Là, pourquoi on s'est donné l'ensemble... On a consulté nos membres et tout le monde était d'accord parce que présentement, l'inflation fait mal à tout le monde de façon plus forte pour une personne qui a des plus petits salaires. Donc, en donnant une augmentation égale à tout le monde, minimalement, les gens ont un pouvoir d'achat pour combattre l'inflation de façon égale présentement. Et pour la deuxième, troisième année, mais là, les augmentations vont arriver avec les pourcentages. OK. Une question encore là,
que j'aurais pu vous poser. Est-ce que le gouvernement, on dirait que c'est moi qui ai écrit les questions, est-ce que le gouvernement a les reins assez solides pour répondre à vos demandes? Oui. Vas-y. Écoutez, on va toujours se faire servir la capacité de payer des citoyens et des citoyennes, mais c'est parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut comme service? Qu'est-ce qu'on veut comme service? Tout le monde le dit, là, les services de santé, là, il faut réinvestir. Nos services d'éducation, il faut réinvestir. Donc, ça se fait pas comme ça, là. C'est pas une opération de magie, là. Donc, effectivement, il va falloir remettre des sous dans le système. Sinon, puis on pourrait tous bien se dire, là, écoutez, moi, à un certain moment, ça nous tient à cœur, le service public. Ça nous tient beaucoup à cœur. Parce qu'à un moment donné, on pourrait se dire, ça fait tellement longtemps qu'on dit que ça va pas bien, puis que ça va continuer de pas bien aller, bien, qu'il s'arrange donc, puis il verra comment ça va aller. Sauf que ça nous tient trop à cœur. Il faut véritablement réinvestir. Oui. Peut-être deux choses là-dessus. Là. Le gouvernement a eu des hausses de revenus de 13 l'année passée. Bon, 13 c'est pas ce qu'on demande la première année, là, à ce que je sache. Puis deuxièmement, moi, je pense que la population a senti durant la pandémie les services donnés par les gens du secteur public et la population va être là ce coup-ci. Je comprends qu'on va en parler tantôt sur la mobilisation, mais je pense que contrairement à avant, les gens vont être derrière nous. Et je le répète, 13 de hausse de revenus. Fait qu'à un moment donné... j'espère qu'on va payer les employés du gouvernement avec ça. Là. Oui, Il y a la Éric. personne qui pose la question, les deux dans la ronde de négo, puis peut-être même avant, là, lorsqu'on était questionné par les journalistes, justement, qui nous demandaient, qui nous disaient « Mais vous allez aller chercher ça où, l'argent pour les augmentations? Puis on disait, un des endroits, ça pourrait être de réduire un peu le paiement au fonds des générations, parce qu'il augmente, puis tout ça. Puis là, on se faisait dire, êtes-vous fou? Vous mettez en péril le futur? Ouais. Alors que là, on apprend que le gouvernement, c'était le ministre Girard qui nous disait ça, lui, une de ses idées pour baisser les impôts, c'est de réduire les paiements de fonds de génération, puis il veut annoncer ça dans son prochain budget au printemps prochain. Alors la question, c'est, est-ce que c'est nous qui sommes fous pour vouloir favoriser des meilleures conditions de travail? Je pense que la population a très bien vu, puis je dis pas qu'il faut pas faire les autres choses, mais on voit très bien comment, en travaillant ensemble, pour trouver des solutions, on peut trouver des façons de faire pour améliorer des services que la population a besoin 24 heures sur 24 dans bien des cas, 7 jours semaine, ou dans d'autres cas, régulièrement, parce que les enfants, parce que la famille, etc., etc. Et est-ce que, puis c'est vrai qu'on aborde la question de la communication, mais est-ce que ces dernières années qu'on a traversées ne vous donnent pas aussi, d'une certaine façon, c'est pas des munitions, mais c'est la réalité. Je veux dire, on parle du temps d'attente, par exemple, et combien de reportages j'ai fait sur l'attente pour voir un psychologue dans le système public, les travailleurs sociaux, etc. Donc, on perd nos gens parce qu'ils s'en vont, bien sûr, parce qu'ils ne peuvent pas seulement les conditions salariales, on l'a souvent dit, mais aussi exercer avec une latitude adéquate à leur formation. Il y a ça. Est-ce que vous pensez que la population, ça va justement leur dire quelque chose, là, ce qu'on a vécu? Tout à fait. Puis vous savez, la négociation dans le secteur public, c'est un grand exercice de relations publiques parce que si on n'avait pas la population de notre côté, on n'irait pas loin. On va avoir nos membres de notre côté, puis on va avoir la population, à mon avis, de notre côté. Éric mentionnait là, le fameux fonds des générations, là. Le ministre veut piger dans ce fonds-là pour payer des baisses d'impôts. Nous, on ne dit même pas qu'il faut piger. On dit arrêter d'en verser. On verse encore 3,2 milliards cette année dans le fonds des générations. On va être rendu à 19 milliards. Nous, ce qu'on dit, arrêtons d'en verser. Puis moi, je veux pas laisser une dette... Arrêtons de façon momentanée? Bien, on verra, mais on a besoin de ces sous-là pour nos services publics. Puis moi, ce que je dis, c'est... Moi, je veux pas laisser une dette aux jeunes qui vont suivre, aux générations futures, là. Mais je veux aussi leur laisser des services publics de qualité. Qui tiennent Et ça, encore c'est debout. important, qui tiennent encore debout. Puis nos hôpitaux, nos écoles tombent en ruine parce qu'on n'a pas investi suffisamment dans les 10-20 dernières années à cause des politiques d'austérité de d'autres gouvernements. Là, il faut investir en double, pas en triple. Bien, faisons-le, parce que sinon, on va les perdre, ces établissements-là. On va perdre notre monde aussi si on ne les paye pas correctement. Alors, ça conclut le bloc 1 et on va enchaîner sur le bloc 2. Puis s'il y a des questions que j'ai pas pu poser à ce moment-ci, je vais les récupérer, soyez sans crainte, pour la fin, parce qu'il y aura une deuxième période de questions. Dans le bloc 2, on va aborder justement, encore là, la question des conditions de travail, mais vraiment des choses très, très concrètes. Je pense qu'on va y aller avec les conditions de travail en général, et c'est Éric qui va nous parler de ces revendications-là. Oui, parce que là,
on a parlé de salaire, on a parlé d'assurance, on a parlé de primes, on a parlé d'argent, hein, dans le fond. Mais ce que les membres nous ont dit lors de la consultation, puis d'ailleurs, les journalistes, souvent, ils nous posent la question, ils disent « Ouais, mais votre monde, là, est-ce qu'ils veulent... c'est des augmentations de salaire qu'ils veulent, là, ils veulent améliorer. » Puis on leur répond toujours « Mais écoutez, ce sont les deux. Les gens veulent améliorer les salaires parce que, on le dit, rattrapage, protéger le pouvoir d'achat, mais il y a aussi améliorer au quotidien la tâche, la lourdeur, le travail fait au quotidien qui est difficile dans l'ensemble de nos réseaux. Et ça... Bien, il faut qu'on envoie des mandats, parce que la manière qu'on négocie, c'est qu'il existe une table centrale, ce qu'on dit intersectorielle, mais il y a des tables sectorielles où nos fédérations, les membres qu'on représente, on parle de leurs conditions de travail. Les profs parlent des profs, les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes, les professionnels, le personnel de soutien, le collégial, on pourrait tous les nommer. Il y en a plusieurs, je ne le ferai pas. Mais tous ces gens-là ont des tables pour parler des conditions de travail au quotidien. Je pense que le travail de la table centrale, de l'intersectoriel, c'est aussi de s'assurer de mettre de la pression sur le Conseil du Trésor pour qu'on s'assure de donner des mandats et de l'argent aux tables sectorielles pour que, oui, on travaille sur les salaires, mais qu'il y ait de l'argent pour bonifier les conditions de travail. Puis ça nous a été demandé. Alors, à la question, qu'est-ce qu'ils veulent plus? Ils veulent les deux. Ils veulent les deux. Améliorer les salaires et les conditions de travail. Et ça, c'est une pression sur le Conseil du Trésor pour qu'il s'occupe de ces tables-là et donne les mandats et l'argent nécessaire. Daniel Boyer, à ce sujet-là? Bien, oui. Moi, je vous dirais, il faut absolument... Puis Éric a tout à fait raison. Là, c'est pas avec le Conseil du Trésor qu'on va négocier mais on va négocier avec le Conseil du Trésor qu'il y a des mandats qui se donnent. Là, Éric nous parle des tables sectorielles, santé, éducation, cégep, etc. Mais moi, je vous dirais qu'il y a aussi une philosophie de gestion qu'il faut qu'il soit transmise également dans les milieux de travail. Dans le but juste... Parce que l'organisation du travail, là, ça se passe pas à la table centrale, ça se passe pas non plus aux tables sectorielles, ça se passe dans les milieux de travail. Et vous savez comment c'est assez compliqué dans le ministère de la Santé et au ministère de l'Éducation. C'est des grosses machines. Bien, il faut qu'on tente de décentraliser puis qu'on permette au milieu de travail d'avoir des véritables discussions sur les vrais enjeux qui touchent le monde au jour le jour, dans leurs conditions propres, dans leur milieu de travail. De prendre en main... justement. Mais ça, il faut que ça parte d'en haut, puis qu'on donne le mandat en bas, puis qu'on dise, bien, on change la philosophie de faire nos relations de travail. Oui. Quand on parle de conditions de travail, on pense aussi, entre autres, notamment à des congés parentaux. Je veux dire, la famille. La famille, disons qu'elle est passée au cash, passez-moi l'expression, mais disons que les derniers mois, les dernières années, la conciliation travail-famille, les enfants à la maison, le télétravail, les enfants malades. Écoutez, ça a été le bordel, hein, il faut bien le dire. La question des droits parentaux, François Hainaut, elle est quand même encore là importante. Il y a des demandes précises en ce qui concerne les droits parentaux. Définitivement, on a quelques demandes. Bon, l'une des premières demandes, c'est d'améliorer le congé pour adoption ainsi que les congés de paternité. Donc, présentement, il y a 5 jours de payés par l'employeur. Par la suite, il y a 5 semaines avec un bonifié. Ce qu'on demande, c'est d'allonger ces semaines-là, de bonifier pour s'assurer justement que le père puisse passer plus de temps avec le nouveau-né là, à la maison. On a également aussi une autre demande qui est plus technique par rapport au RQAP, mais en fin de compte, en gros, ce qu'on veut, c'est s'assurer qu'il y a une bonification avec le RQAP dernièrement, et on veut s'assurer que nos conventions collectives reflètent les bonifications que le régime québécois d'assurance parentale a été bonifié. Ça, c'est un arrimage. C'est ça, c'est un arrimage qu'on veut pour que notre convention collective reflète vraiment les éléments qui ont été bonifiés là, dans la loi. Finalement, on a des congés spéciaux aussi. Les gens ont 4 congés spéciaux par année. Là, ce qu'on veut s'assurer, c'est que ces congés-là, soit qu'on ait plus de congés. Pour exemple, une personne qui reste en région, qui doit aller chercher des soins hospitaliers à l'extérieur de sa région, mais malheureusement, ça prend plus que 4 jours des fois. Donc, on veut s'assurer de bonifier ça. Ce n'est pour ça aussi pour tout ce qui est procréation, merci, assistée. Ouais. Donc, il y en a qui s'en fâchent, c'est difficile. Moi, je m'en fâche, procréation. Donc, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, celle-là. Donc, également pour l'échographie, pour que le père puisse aller à l'échographie. Donc, c'est pas prévu dans ces congés-là. Donc, c'est des éléments qu'on voudrait bonifier, justement, je veux dire... C'est un autre élément, je veux dire, vous l'avez dit, là, conciliation travail-famille,
c'est de plus en plus important et c'est un élément d'attraction et de rétention si on veut être un bon employeur. Dans le secteur privé, ils l'ont compris. Donc, c'est un peu pour ça. Oui, c'est ça. Tout ça participe finalement là, à la même idée d'essayer d'être attractif pour utiliser des mots à la mode, mais pour en tout cas au moins pour retenir et puis pour attirer puis on a toujours les gens. joué, les organisations syndicales ont toujours joué, les chefs de file dans ce genre de demande-là, assumer ce leadership-là, dans un contexte aussi où dans le secteur public, puis oui, on sait que c'est pour les droits parentaux en général, aussi pour les pères, etc., mais ça reste qu'on représente très majoritairement des femmes, puis ça, ces aspects-là, il faut toujours l'avoir en tête aussi. Là, près 80% des membres qu'on représente sont des femmes. Donc, il faut aussi continuer à avoir ces revendications-là qui permettent d'amener le Québec un peu plus haut là, dans des revendications sociétales éventuellement aussi. Mais oui, 80% des femmes. Ben oui, où sont les femmes? Où sont les femmes? En tout cas, je suis là ce soir. Bien, absolument. Mais il y en a, on a l'occasion d'en avoir là, justement sa collègue qui est présidente aussi à la CSN. Puis on en a beaucoup. Après ça, c'est un choix démocratique. Puis on est bien content quand même de représenter. Mais le comité exécutif de la CSN, il y a 3 hommes, 3 femmes. La présidente est une femme. Donc c'est ça. Même chose à la CSQ. Donc, tout cet intérêt-là, il est là. Mais ça donne qu'au ce soir, c'est ça. Voilà. Daniel Boyer, vouliez-vous ajouter quelque chose sur les droits parentaux? Je pense que François a fait le tour pas mal, mais je pense que c'est l'importance de permettre aux 2 parents de partager adéquatement, en fonction de leurs besoins, la durée du congé. Puis moi, j'ajouterais aussi, là, c'est un calcul un peu technique, là, mais il y a toutes sortes. Les indemnités de congé parental sont affectées par... Si les gens s'absentent pendant un certain moment donné, ça vient affecter les prestations du congé parental. Donc, on veut régulariser ça pour que tout le monde puisse avoir droit pleinement à un vrai congé parental, que tu sois le père, la mère, puis que tu aies pris un congé, différents congés dans l'année avant, dans les 2 années avant, bien, que ce soit régularisé puis que tout le monde ait droit à son plein congé. Il y a un autre aspect qu'on va aborder, c'est l'aspect des disparités régionales. On le sait, il y a eu même, et c'est même plus difficile dans certaines régions de donner des services, on le voit à tous les jours. François Hainaut de la CSN, donc il y a des enjeux puis il y a des demandes claires quant à la disparité régionale. C'est clair, on a de la misère à donner des services à tous les jours, vous venez de le dire, mais en même temps, en région, là, c'est de façon exponentielle. C'est à la puissance 10 qu'on a des problèmes avec la rareté de main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre. Donc, quelques demandes. Bon, une des premières, c'est de s'ajuster que les municipalités de Fermont et des Îles-de-la-Madeleine soient maintenant ajoutées dans un secteur 3, donc pour bénéficier de certaines primes, ainsi que Chisasibi, je m'excuse, et Radisson pour le secteur 4. Bon, l'autre élément aussi qu'on veut, c'est que l'élargissement du paiement du transport pour la nourriture sur la basse Côte-Nord. Là, donc, on parle à l'est de Kegaska jusqu'à Oujé-Bougoumou. Donc, c'est des demandes qu'on veut s'assurer parce que, je les répète, ça fait... On n'a peut-être pas eu beaucoup de demandes ambitieuses pour les régions éloignées durant les dernières négociations ou celles d'avant. Mais présentement, avec la rareté de la main-d'œuvre, l'inflation, les gens pensent que ça coûte cher à Montréal, en région, dans les régions plus éloignées, c'est assez épouvantable. Puis pour avoir, j'ai débuté à la CSN aux Îles-de-la-Madeleine, puis quand j'étais jeune, mon travail étudiant, je travaillais à Fermont. Fait qu'à l'époque, c'était déjà cher. Fait que j'ose même pas imaginer aujourd'hui. En ce moment. Comment ça peut coûter. La livre de beurre. Combien coûte la livre de beurre à Fermont? Si quelqu'un a la réponse, vous pouvez nous écrire en direct. Mais c'est une bonne question. Sur les disparités régionales, Robert, avez-vous quelque chose à ajouter, Robert Comeau? Oui. Il faut savoir que les gens qui bénéficient, je vous dirais, de conditions particulières parce qu'ils ont été recrutés à l'extérieur de la région dite éloignée, bénéficient de sorties. Sortie étant le droit de revenir dans sa région natale pour avoir une petite pause, puis revenir ensuite œuvrer là, en région plus éloignée. Ce qu'on veut, nous, c'est d'augmenter le nombre de sorties que les gens ont droit. Et pour nous, on pense que ça va être un moyen attractif pour attirer des gens en région. C'est ce qu'on a besoin. L'accès à des déplacements remboursés pour les personnes recrutées localement. Ça, c'est une injustice, je vous dirais, qui dure depuis longtemps. Je vous donne un exemple de Fermont, vous l'avez nommé tantôt. Les gens qui proviennent de Fermont
et qui vont étudier, par exemple, pour devenir technologue en imagerie médicale au cégep de Sainte-Foy, vont faire leur DEC. Et s'ils veulent revenir travailler à Fermont, ben, ils n'ont pas droit à ces primes-là parce qu'ils sont originaires de Fermont. Alors que son collègue qui a fini le même diplôme peut aller travailler lui aussi à Fermont avec tous les avantages qui sont là. Donc, si on veut attirer les gens... Donc, que ce soit rattaché au poste c'est le lieu de résidence, en fait. Oui, c'est ça. Alors que là, c'est... Oui, okay. Alors, pour nous, on devrait enlever tout simplement la barrière du 50 km pour encourager les jeunes à revenir dans leur localité pour venir pratiquer leur profession. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Oui. Impératif de préserver la vitalité de nos régions. Hein, on l'a dit, il ne faut pas juste aller travailler là, mais il faut aussi participer à la communauté, revitaliser nos régions et y participer à la vie active. Il faut y assurer des services publics de qualité et ça passe pour nous autres aussi à l'ajout d'une prime d'intégration dans le secteur de certaines régions ou localités. On parle de régions où il y a beaucoup de pénuries, où on a de la difficulté à recruter. Donc, on parle d'Abitibi-Témiscamingue. On élargit un petit peu ce qui est déjà prévu. Côte-Nord, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. On parle de l'Outaouais, où on a des problèmes quand même avec les régions frontalières qui sont très, très attractives pour nos salariés. Le nord du Québec et le Nunavik également. Parfait. Dernier aspect qu'on soulève, dernière revendication, d'ailleurs, c'est vous, Robert, qui me parlez de ça. Les lanceurs d'alerte, est-ce que, donc, il y a déjà quelque chose, on ajoute, on bonifie, on protège davantage? Bien, il y a des protections prévues par la loi actuellement, qui sont clairement insuffisantes. Il y a de l'Omerta. Je vous parle du réseau de la santé et services sociaux. Éric va faire un bout sur le réseau de l'éducation. C'est très, très présent actuellement. C'est lourd, c'est oppressant même pour les gens qui y travaillent. Des gens qui peuvent constater des choses dans leur travail de tous les jours, des choses injustes. Parce qu'on travaille avec des clientèles quand même vulnérables. On parle des jeunes en DPJ, des personnes âgées, des gens qui n'ont pas de voix pour se défendre. Alors, le personnel, quand il dénonce à l'intérieur, qu'il fait tous les processus nécessaires et qu'il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui change, bien, ces gens-là ont le droit de dénoncer des choses pour l'intérêt public, que la population puisse voir ça et puisse réagir elle également. Actuellement, les gens sont punis, puis j'ai même un exemple à vous donner. Actuellement, je vous dirais, sur la Côte-Nord, on traite un dossier où certains de nos membres ont dénoncé dans un centre jeunesse les problèmes d'hébergement des jeunes dans le centre jeunesse. Et je vous dirais, là, toute la et le la scolarisation. Qui doit être fait. La scolarisation qui doit être faite aussi dans les DPJ, qui est faite, je vous dirais, à temps partiel, parce qu'il y a un manque de personnel pour faire l'éducation à temps plein. Alors, il y a eu une dénonciation qui a été faite, parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien qui s'est produit. Alors, un journaliste d'enquête est arrivé, la dénonciation a été faite au syndicat, et nous, on a rendu ça public. Et comment le gestionnaire a réagi? En passant à la chasse aux sorcières. Alors, on est allé aller fouiller dans les courriels des gens et ça finit par des suspensions et un congédiement. Est-ce que les journalistes savent ça aussi? Oui, absolument. Ils sont dans le processus aussi. C'est un autre bout de l'histoire qui est quand même intéressant. On est en arbitrage actuellement. C'est une cause importante. Alors, nous, il faut que le lien entre les syndiqués et leurs syndicats soit préservé. On ne veut pas que les employeurs aient fouillé à gauche et à droite dans les courriels. Il faut qu'il y ait des mesures claires d'utilisation du courriel par les employeurs. Il faut que les gens aient cette liberté-là de dénoncer des injustices parce qu'on travaille avec des clientèles vulnérables. C'est primordial, ce sujet-là. Les gens de la Côte-Nord actuellement qui traitent le dossier, on les soutient tous. Et toutes les autres aussi, de toutes les professions là, qui sûrement le vivent aussi. Bien, nous, on est à la recherche d'une voie pour libéraliser cette parole. Et donc, on va travailler à ce que, justement, ces gens-là soient mieux protégés. C'est vraiment ça? Bien, c'est certain. Ce qu'on veut, c'est mettre dans la convention collective un cadre qui va permettre de les protéger, qui va permettre de dire qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire et comment ils sont protégés. Il y a la loi a été adoptée en 2017, mais fait particulier parce que, la santé, mais en éducation d'ailleurs, dans la négo qui a suivi, elle a commencé en 2019 dans la négociation, donc un peu avant la négo et après la loi, le ministre Roberge, alors ministre de l'Éducation lui-même, après justement des parutions dans différents médias de personnel qui disait justement avoir peur de cette omerta-là, avait dit en chambre, avait dit dans l'espace public qu'il voulait en mettre dans les conventions collectives des protections. Il n'en a pas fait. Il ne l'a pas mis. Alors là, on reprend la balle au bon. Puis on dit ce qui était bon à ce moment-là pour le ministre de l'Éducation est encore bon aujourd'hui. Puis ça n'a pas été fait parce qu'il faut les protéger. Il y a un travail
exceptionnel qui est fait bien souvent des journalistes pour sortir l'information, puis on lit tout le temps, hein, qu'est-ce qu'on lit dedans, le nom a été changé par crainte de représailles, et nous-mêmes, des fois, on est interpellés, puis on prend la parole pour les membres parce qu'on veut les protéger. Là, ce qu'on dit, c'est mettons ça là-dedans, parce que dans le fond, ce qu'on veut, avec un cadre correct, parce qu'on ne veut pas non plus dire n'importe quoi, mais nous permettre aussi de dire voici ce qui se passe dans les réseaux. Puis je pense que c'est la population en général qui va en sortir gagnant et l'employeur, lui, qui va être obligé de faire souvent un peu plus attention avec cette possibilité-là. Donc, ce cadre-là est important dans les conventions collectives. Très intéressant. François, Daniel, avez-vous quelque chose à ajouter à ce chapitre-là? Bien, c'est déjà pas facile de dénoncer des situations difficiles en milieu de travail. Si en plus de ça, tu sais que ton employeur ne sera pas réceptif à ça, puis même il pourrait te discipliner à la limite si tu dénonces des choses, bien, vous pouvez imaginer... Robert parlait de culture d'omerta, bien, c'est pas mal ça. Là. J'aime autant me fermer la trappe parce que je ne sais pas ce qui pourrait m'arriver en bout de piste. Puis moi, j'ai rien fait de mal. Je fais juste le constat d'une situation que je trouve pas normale. En tout cas, nous, on le constate, je dois vous le dire, comme journaliste, à tous les jours, notamment pendant les dernières années, notamment dans le domaine de la santé, où on nous donnait des informations, mais on nous disait, écoutez, là, c'est extrêmement touché, c'est délicat. Donc, oui, effectivement, je pense que tout le monde est gagnant. Discipline pour manger des toasts au beurre de pinot, il y a des bonnes chances que quand on dénonce de quoi, qu'on nous discipline encore plus fort. Seigneur, oui, on n'ira pas là, c'est le moment de parler de mobilisation. On a terminé le volet d'explication des revendications, mais je veux quand même qu'on se quitte sur cet aspect-là de la chose. Comment on mobilise les membres? Comment vous mobilisez vos membres? À quoi ça ressemble une mobilisation? Qui veut se lancer? Daniel, on peut faire un tour de table de ce côté-là? Bien, d'abord, je pense que Robert l'a mentionné un peu plus tôt, ça commence par l'information. Il faut que nos membres savent quelles sont leurs demandes. Puis, il faut que nos membres sachent aussi quelles sont les propositions que fait l'employeur. Donc, ça commence par l'information. S'il n'y a pas d'information, on ne sera pas capable de mobiliser. Et c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Ah, exactement. C'est exactement pour ça qu'on est là. Puis, par la suite, bien, on commence par de petites actions dans des milieux de travail, puis ça l'augmente par la suite. C'est comme ça qu'on réussit à mobiliser les gens. Puis ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Puis c'est peut-être un peu pour ça aussi que les négociations dans le secteur public prennent un peu de temps, parce que c'est beaucoup de monde. Bon, on en représente, François le disait au début, on en représente 420 000. Donc, de mobiliser, d'informer, de mobiliser l'ensemble de ce monde-là, bien, ça prend du temps aussi. Oui. Qu'est-ce que vous diriez de votre côté, François? Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme mobilisation? Mais c'est clair, tout ce que Daniel a dit, l'information, c'est le nerf de la guerre. Il faut que nos gens soient informés pour savoir les raisons qu'ils doivent se mobiliser. Je vous dirais, d'expérience, la meilleure personne pour mobiliser, c'est l'employeur. Pourquoi? Parce que c'est simple, parce que l'employeur va arriver, ils vont nous déposer des offres dérisoires qui vont mettre le monde en maudit, et là, le monde va s'approprier la négociation, puis c'est le même qu'on mobilise. Puis ça fait quelques négociations que je fais dans ma vie, puis c'est toujours comme ça, puis c'est clair que ça va être encore la même chose cette année. Les gens vont s'apercevoir que là, l'employeur ne donne rien, puis là, les gens vont se mobiliser tranquillement, puis on va y aller de façon progressive. Mais l'objectif, c'est d'avoir des bonnes conditions de travail, un bon règlement. Donc, puis moi, je pense que, je le répète, ce coup-là, puis on l'a vu dans les CPE l'année passée, la population était derrière. Hein? Le gouvernement pensait qu'il aurait pu faire passer n'importe quoi, diviser les travailleuses ensemble, et ils n'ont pas été capables, et la population était derrière les travailleuses des CPE. Puis moi, je fais le pari que cette année, la population va être derrière nous. Parce que tantôt, Éric le dit, là, moi, je pense que le temps que le gouvernement fait passer les travailleuses et travailleurs du secteur public pour des gradures, c'est fini. C'est fini, ça. Puis le monde le sait, puis ils l'ont vu durant les 2 dernières années. Fait que moi, je pense que jeudi, ils vont déjà commencer à mobiliser. Le contexte a effectivement probablement beaucoup changé. Ça, je vous l'accorde. De votre côté, qu'est-ce que vous diriez pour Éric, la mobilisation? La mobilisation, les membres, ce qu'ils nous demandent dès le départ, c'est d'être de bonne foi, de proposer des choses. Ils veulent qu'on s'assoie puis qu'on propose nos solutions, qu'on propose... Parce que nos revendications, c'est plus que des revendications, c'est des propositions, des solutions pour améliorer les conditions de travail, améliorer les salaires. Ils veulent qu'on s'assoie puis qu'on soit transparent, qu'on soit honnête, qu'on dise au gouvernement. Mais à un moment donné, là, au-delà des dépôts,
Quand les négos piétinent, quand ça fait 15, 20, 25, 30 rencontres, puis qu'on est encore à discuter du point-virgule qu'on n'a pas tout à fait compris, et là, les membres, ils disent, là, qu'est-ce qui se passe? Et là, on leur explique. On leur dit, ça marche pas. Ils n'écoutent pas. Et là, à ce moment-là, la mobilisation, on est capable, comme Daniel le disait, de passer de petits gestes à des gestes plus importants. Il n'y a pas personne qui a nécessairement la tête à se mobiliser parce que tout le monde veut s'occuper de son réseau. Tout le monde veut s'occuper de son travail au quotidien. Sauf que quand tu es rendu à t'occuper de ton travail au quotidien, mais que tu as le goût de te mobiliser parce que tu y tiens, tu l'as à cœur, tu trouves ça intéressant, puis on le dit à plusieurs reprises, comment les gens aiment ça. François le disait par rapport aux ouvriers spécialisés, puis c'est vrai pour l'ensemble des membres qu'on représente, ils aiment leur réseau, ils aiment l'éducation, ils aiment la santé, les services sociaux, le collégial, l'enseignement supérieur, ils aiment ça. Alors là, ce qu'ils vont dire, c'est, bien, on va augmenter cette espèce de mobilisation pour envoyer un message. Ça, toujours, bien sûr, en expliquant à la population qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Puis nous, on fait le pari que les gens vont être derrière nous. Robert Comeau, qu'est-ce que vous en diriez? C'est quoi pour vous une bonne mobilisation? Ça commence comment? Comment mobiliser les troupes? Oui, bien, mes collègues l'ont nommé, il y a beaucoup d'informations, mais il y a beaucoup de façons de se mobiliser aussi. On pense souvent sortir avec la pancarte dehors, aller en grève, mais ça peut... Des petits gestes font toute la différence. Participer à ces instances syndicales, donner l'information, convaincre le beau-frère, la belle-sœur durant le temps des fêtes, parler de ce que vous vivez dans vos milieux de travail, dénoncer de certaines situations. Il faut casser des mythes, mais ça appartient à chacun des membres de le faire. Puis nous, ce qu'on s'engage, c'est bien sûr de les soutenir, puis on est leur porte-parole. Mais au-delà de ça, il faut qu'à la base, on se mobilise. Toute cette colère-là qu'on ressent jour après jour, dans chacun de nos réseaux, nous quatre, on le ressent. Bien, il faut que ça se transforme, ça, à la table de négociation. Il faut qu'on soit capable, nous, de le verbaliser, mais pour ça, ça nous prend des gens qui... C'est la négo des membres. C'est la négo des membres. C'est pas la négo des 4 représentants qui sont là. Pas. On porte le message, puis on va porter cette mobilisation-là aussi. Vous disiez, François Hainaut, dépôt patronal jeudi à 9h, jeudi le 15. Et on va se quitter là-dessus, mais... Est-ce que vous avez est-ce que vous avez des attentes? Qu'est-ce qui va être dit? Qu'est-ce qui va être mis sur la table par le gouvernement? On va se lancer là, dans la futurologie un petit peu. Ça m'intéresse. Ce qu'on espère et ce qui va arriver, c'est 2 choses. Hein? OK. Ben, c'est sûr que ce qu'on souhaite... ce que vous souhaitez. Ce qu'on souhaite, c'est d'avoir... Je l'ai dit d'entrée de jeu, je pense qu'en intro, j'ai dit ça prend de l'espoir. Est-ce qu'on pourrait avoir dans le dépôt quelque chose où on se dit, comme Daniel le disait, où on ne retournera pas dans le psychodrame de la négo du secteur public au Québec? Bon. Est-ce que ça va être ça? Là? J'ai dit ça, c'est ce qu'on souhaite. Ouais. Après ça, je vais attendre à jeudi. Mais vous êtes sceptique? Vous êtes... Bien sûr, le passé étant garant de l'avenir, on est sceptique, mais on se garde quand même une pointe d'optimisme. Oui. Robert? Bien, moi, je souhaite qu'il y ait un vrai choix des services publics qui soit fait. Moi aussi, je suis évidemment un peu sceptique, mais la plus belle annonce qu'on pourrait avoir jeudi, c'est de dire, écoutez, là, nos services publics sont malades, on le sait, là, je pense qu'il n'y a personne qui peut passer à côté de ça. On veut réinvestir, on veut redonner foi aux gens à s'investir encore et à travailler dans le réseau public, en attirer des nouveaux pour pouvoir avoir un accès universel aussi à ces services publics-là et non pas toujours avoir le privé qui est au-dessus de nous, toujours pour pouvoir prendre un morceau du gâteau. Investissons dans les services publics, nos gens vont être contents. C'est la recette. Daniel Boyer, homme d'expérience. Vous en avez vu d'autres. À quoi vous attendez-vous? Ben, moi, je suis un optimiste de nature. Au-delà des merci de M. Legault et de M. Dubé, au-delà de la réforme de M. Dubé qui est annoncée en santé, au-delà des nouveaux ministres en éducation, entre autres, je souhaite qu'il y ait une véritable prise de conscience de ce gouvernement-là dans le but d'améliorer, pas sensiblement, mais d'améliorer de façon en profondeur nos services publics. Parce que si c'est pas ça, je ne sais pas comment on va finir cette négo-là. Il faut véritablement que ce soit ça. Sinon, est-ce qu'on est à la croisée des chemins? Bien, je le dis à toutes les négociations qu'on est rendu à la croisée des chemins, puis on n'est jamais arrivé, ça a l'air. Mais on n'est jamais arrivé, mais en même temps, regardez dans quel état sont nos services publics. Oui, c'était il va falloir absolument m'emmener dire, c'est assez, là, puis on va se parler sérieusement, puis on va améliorer les affaires. Au-delà des réformes qu'on nous annonce, au-delà des merci qu'on nous dit, il faut que ça se concrétise quelque part, parce que les merci, là, c'est où ça se passe aussi, la reconnaissance, ça passe aussi par une convention collective négociée de bonne foi.
Ça passe aussi par là. Oui. Est-ce qu'on s'entend pour dire que personne ne souhaite entendre le mot ange gardien jeudi? Oui, il est clair. Là. Je pense, pendant la pandémie, là, l'ensemble du mouvement syndical s'est assis avec le gouvernement, trouvé des solutions. On a mis le corporatisme de côté. Tout le monde a travaillé fort. Fait que là, le gouvernement doit répondre présent jeudi. Bon, moi, j'ai une dose de naïveté moins grande que mes 3 collègues. Mais ceci dit, ça va être là. Puis je me promènerai avec mon costume de licorne jeudi, si tout est beau. Là. J'en ai déjà d'ailleurs un que certains collègues m'ont acheté, donc je suis correct. Mais il est clair qu'il faut que le gouvernement réponde présent. Je vous l'ai dit, durant 2 ans, à toutes les fois qu'ils nous appelaient, qu'il y avait un problème, on a trouvé des solutions. Mais là, la balle est dans leur camp, puis ça prend un retour. Oui. Et d'ailleurs, il y a une question à ce chapitre-là qui nous dit et qui vous demande, attendez que je m'y retrouve, sur la mobilisation, là. Est-ce que nous, les membres, on se prépare à réagir rapidement par des moyens forts lorsque le gouvernement va déposer ses offres? Donc, parlez-moi de votre stratégie. On n'en parlera pas ici, ça, c'est sûr. mais en même temps, je peux me permettre, oui. c'est parce qu'aussi, il existe un cadre. C'est pas facile, la négociation du secteur public au Québec. Là. Oui. Hein? On n'a pas les mêmes règles qu'en 72. Hein? Mais il n'y avait à peu près pas de règles en 72. Voilà. Alors, en 72, les règles... Et ils ont compris après 72, et les années qui ont suivi, ils ont très bien compris, le législateur qui voulait encadrer tout ça. Et il existe des règles, hein, de dire au lendemain d'un dépôt qui ne ferait pas notre affaire que tout le monde sort. On a des obligations, puis d'arriver à ça. Par contre, ce qu'on peut dire aux collègues, c'est qu'en fonction de ce qui va ressortir de tout ça, bien, il va falloir penser à se mobiliser. C'est ça que je disais tantôt, à informer. Oui. Et si le dépôt était aussi pire que ce que le pense mon collègue François, ben, je pense qu'il y aura matière à une mobilisation importante qui va suivre. Est-ce que ce sera un geste fort dès le dépôt? On va attendre, on va l'analyser, on va être là pour discuter, mais il y aura un moment pour se mobiliser, puis ces messages-là vont être envoyés dans les prochains... Et dans les prochains jours même. Et je pense que le collègue qui posait la question... Nos conventions collectives se terminent à la fin mars. Il ne faut pas oublier ça. Là. Sont en vigueur. Là, nos conventions collectives sont en vigueur. Oui. Mais moi, je pense, puis on va y aller, mais c'est nos membres qui vont décider aussi. On va consulter nos membres, mais nous, on est prêts. On va placer les éléments. Puis il est clair que... il va falloir travailler sur une mobilisation, c'est sûr, mais comme je vous dis, les conventions collectives sont encore là jusqu'à fin mars. Oui. Et donc, on peut dire aux gens qui nous écoutent qu'ils peuvent faire circuler sur les réseaux, sera déposée cette soirée d'information. Donc, ça peut servir probablement pour informer les gens, mobiliser les gens. Vos prochains rendez-vous, quels sont-ils? Est-ce qu'il y a des rendez-vous de fixés? Est-ce que vous retournez chacun dans vos associations? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Ben, jeudi, au dépôt. Oui. Ça, c'est le prochain rendez-vous. C'est le prochain rendez-vous. On dit aux le membres. prochain rendez-vous. Il y a d'autres rendez-vous importants. L'échéance de la convention collective que François vient de dire, le 31 mars prochain, c'est un moment important parce que s'il n'y a pas de règlement, ça veut dire qu'après ça, ben, il n'y a pas d'augmentation, etc., avec tout ce que ça veut dire. Donc, c'est un moment important. Puis après ça, les autres moments importants, c'est toutes les assemblées, tous les moments où on donnera l'information pour justement mobiliser notre monde, pour qu'il soit là, parce que c'est la négo des membres qu'on représente. Alors, chose certaine, comme vous, je serai attentive à ce qui sera déposé jeudi, le 15 décembre à 9h. Merci beaucoup de m'avoir informé. Ce fut un plaisir pour moi, comme pour vos membres, d'en apprendre plus sur ces revendications de ce front commun. Je vous remercie donc François Hainaut, on disait premier vice-président, négociateur, responsable de la négociation du secteur public, donc à la CSN. Merci Daniel Boyer, président donc du côté de la FTQ, Éric Gingras, merci, CSQ, et Robert Comeau, président, donc la PTS. Merci à vous tous, donc, qui représentez, on le disait, les enseignants, les gens de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, éducation, services sociaux, entre autres choses. Merci à vous qui nous donnez des services publics de qualité, au meilleur de ce que vous pouvez faire. Merci, c'est très apprécié. Merci, messieurs. Merci, Isabelle. Merci, Isabelle. Merci.